Ce qu'il faut demander aux Congolais, c'est d'arrêter l'exercice de la gestion du pays par ceux qui sont là aux commandes. On ne peut pas passer par d'autres moyens. Il n'y a que ce que le général Mokoko avait peut-être demandé depuis en son temps, l'insurrection du peuple congolais contre un système oppressif. C'est la seule solution qu'il faut proposer aux Congolais. Tout ce qui se passe est dans la démesure au niveau social, au niveau économique, par des détournements des deniers publics, au niveau social, par tout ce que nous sommes en train de constater comme insécurité, au niveau politique, où on n'a même plus de boussole, on ne sait plus exactement quelle est l'orientation diplomatique dominante au niveau de notre pays. Il n'y a plus rien, l'incompétence a atteint le paroxysme. Ceux qui sont là n'ont plus le droit de gérer le pays. C'est aussi simple que ça. La France est capable d'intervenir pour libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko. Pourquoi je le dis? Parce que la France est toujours impliquée dans les situations des affaires intérieures du Congo. C'est un élément important. Vous avez rappelé que la France est toujours impliquée dans les affaires intérieures du Congo, parce que généralement, on nous retorque que non, ce sont les affaires intérieures du Congo, la France ne se gère plus. Non, mais nous savons que les 22 et 23 mai 2016, la France a envoyé son représentant Justement, on est chez arrivé M. là. Mokoko pour lui dire de capituler s'il voulait être libre. J'ai l'impression que l'arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko s'est fait avec la complicité tacite de l'Élysée. Mais bien sûr, bien sûr. Justement, c'est cet état de fait que je voulais souligner tout à l'heure. Je vous en prie, allez-y donc. Le général Mokoko, un ambassadeur a été dépêché auprès du général Mokoko pour qu'il fasse un aveu, pour qu'il capitule, pour dire que le général Denis Sassou Nguesso avait gagné et que pour obtenir sa libération, il aurait fallu qu'il dise, qu'il change d'idée, qu'il trahisse sa position. Ce que le général Jean-Marie Michel Mokoko n'a pas voulu. Voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, le général Jean-Marie Michel Mokoko est en prison. Parce que ce jour-là, suite à la rencontre de l'ambassadeur, s'il avait dit oui, eh bien, le général Jean-Marie Michel Mokoko serait certainement dehors, serait libéré. Vous voyez? Donc la France est largement compromise dans cette situation. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur Télar TV7 pour ce numéro Droit de savoir qui portera sur l'insécurité généralisée au Congo-Brazzaville. Ensuite, nous reviendrons sur les propos d'Idever Moigny, député du régime totalitaire de Brazzaville. Propos que vous avez probablement suivis puisque le fichier circule sur la toile. Idever Moigny qui avoue un certain nombre d'activités criminelles et qui tire la sonnette d'alarme sur le climat de terreur qui règne dans les grandes agglomérations du Congo-Brazzaville, entendu Pointe-Noire et Brazzaville. À qui profite donc ce climat de terreur permanent? Voilà qui relance également le débat sur l'arrestation arbitraire et la détention, voici bientôt 8 ans, du général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien candidat à la présidentielle de mars 2016. Avec moi sur ce plateau pour en parler, les membres du mouvement pour agir MPA, notamment Jean-Paul Ebenga, délégué général, et Benoît Youlou, contrôleur aux finances. Bonjour à tous les deux. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Christian Perrin. Très heureux de vous avoir encore sur Télar TV RCT. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de continuer, je vous invite à suivre avec moi un premier reportage. Il est de TV5 sur la terreur entretenue par les bébés noirs au Congo-Brazzaville. Suivez. 2 jeunes hommes sont pris à partie en fin d'après-midi par un groupe d'autres jeunes hommes. Ils exigent leur téléphone. Meton Kirambia, lycéen, refuse. L'un de ses frères qui l'accompagne parvient à fuir, lui pas. Et les coups commencent à pleuvoir. Des coups de machette, de pierre, de couteau. Les riverains regardent, certains filment, personne n'ose intervenir. Meton Kirambia est laissé pour mort.
Le jeune homme a survécu, miraculeusement. Il a passé près d'un mois à l'hôpital. Aujourd'hui, il est incapable de raconter ce qui lui est arrivé. Il ne parvient toujours pas à remarcher. Sa vie s'est arrêtée. C'est son frère aîné qui parle pour lui. Je viens souvent le voir parce qu'il faut le réconforter, il ne faut pas qu'il soit seul, il doit être accompagné. Donc je suis souvent ici et là. Je n'ai pas de mots, C'est dit à l'intérieur de moi, je n'ai pas de mots à dire. C'est grave. La colère face à la violence qui s'est déchaînée sur son petit frère et face à l'absence de suite. Une enquête a été ouverte, mais la famille n'a aucune nouvelle de la police. Les bébés noirs, comme on les surnomme ici, terrorisent les habitants des quartiers périphériques de Brazzaville et d'autres villes congolaises. De jeunes délinquants, souvent drogués, qui volent, poignardent, tuent, violent, pour 3 fois rien. La police est accusée de passivité. Ce jour-là, elle a à cœur de présenter à la presse une quinzaine de bébés noirs, récemment arrêtés. Vous avez devant vous des enfants. Ce sont des enfants qui sont supposés être encore sous le toit des parents. Il y a une démission des parents. Curieusement, tout le monde s'en plaint. Tout le monde se plaint du phénomène de bébé noir. Mais en amont, nous parents, qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas un problème de la police. C'est un problème transversal. Aller au-delà de la répression, qui reste aujourd'hui la seule réponse des autorités face au phénomène. C'est ce que préconisent beaucoup de Congolais. Il doit d'abord donner le travail aux jeunes et tout, arranger et tout. L'éducation, c'est d'abord ça. Parce que ces jeunes-là, c'est les Congolais avant tout. Il faut surtout pas les embrigader et les exclure de la société. Il faut aussi les former. Parce que quand les jeunes qui sont sans formation font pas le banditisme, moi je pense que quand on les arrête, qu'on mette en place à la maison d'arrêt une plateforme de formation et de rééducation. Alors, vous avez suivi avec moi ce reportage, l'insécurité au Congo-Brazzaville, l'insécurité généralisée, c'est ce qu'il faut dire, une défaillance du système sécuritaire ou un mode de gouvernement du régime Sassou Nguesso. Monsieur Christian Perrin, comme vous l'avez relevé, effectivement, l'insécurité s'est généralisée dans notre pays depuis ces dernières années. Mais c'est le résultat de gestion d'une équipe, le résultat de la gestion socio-politique et économique des autorités qui sont en train de gérer le Congo-Brazzaville actuellement. Je crois que je vais revenir pour un lent développement, mais c'est très inquiétant pour l'avenir de notre pays, pour le présent déjà, et pour l'avenir du pays. Benoît Youlou, est-ce que vous pensez que c'est une défaillance du système sécuritaire disons, du Congo-Brazzaville, ou c'est simplement dans sa logique, évidemment, comme un mode de gouvernement, il faut maintenir la terreur au Congo-Brazzaville pour continuer à se maintenir au pouvoir? Mais vous savez, il y a 2 alternatives. Ils sont aux affaires, soit ils assurent la sécurité ou alors ils créent l'insécurité. Moi, je crois que l'insécurité est un modus operandi de ce système. Ils ont toujours créé des foyers de tension pour déstabiliser le pays, ce qui a arrangé leurs affaires dans la mesure où les gens ne font plus attention à la vie, au quotidien, et ils se focalisent sur cette instabilité. Ils sont inquiets et à partir de ce moment-là, les gens n'ont plus le temps de penser à la situation tant sociale, économique et politique du pays, ce qui arrange leurs affaires pour leur durée au pouvoir, tout simplement. Je crois que l'aveu de ce que nous avons suivi au regard des propos tenus par M. Mouani démontre à suffisance que ce système est vraiment macabre, ce système est vraiment un système de délinquants finalement, une mafia organisée qui entend se maintenir au pouvoir par la création d'une instabilité permanente. Finalement, à tous les niveaux, tant politiques que social, ils sont à l'œuvre de ce qui se passe au pays. Ce que vous êtes en train de dire, c'est un système qui fonctionne évidemment comme la mafia, le disait d'ailleurs un quotidien français. L'élite politique congolaise fonctionne comme une mafia, c'est-à-dire qu'il faut créer la peur, la terreur pour empêcher les Congolais de suivre ou de contrôler tout ce qui se passe, comment on gère les ressources, par exemple, du pays. Donc, c'est un mode de gouvernement, c'est ça ce que vous êtes en train de dire.
Ah ben, c'est bien cela. C'est un modus operandi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils entendent justement se maintenir aux affaires en créant cette source de tension qui permet plus aux Congolais de prendre conscience de leur vie au quotidien. Hein. Et face à cela, il faut nécessairement que le Congolais prenne conscience de cette situation, de cet état de fait, parce qu'ils ne gèrent plus la nation, mais ils gèrent le mode de fonctionnement de leur système pour se maintenir tout simplement au pouvoir. Coûte que coûte, ils veulent rester aux affaires et comme tel, ils pratiquent une instabilité permanente. Toutes les façons, vous remarquerez, si au départ au Congo, il y a eu des coups d'État, ça a toujours été l'œuvre de ce système. On a vu la pratique pendant le règne de Lissouba. On ne va pas remonter plus loin, mais en tout cas, tout le temps qu'il y a eu des coups d'État au Congo, soit M. Sassou n'était plus aux affaires, et en ce moment-là, on parle des coups d'État. Et quand il était aux affaires, on semblait connaître une accalmie, mais dans cette accalmie, ils ont créé du terrorisme d'État et pour déstabiliser le peuple. Et en ce moment-là, le peuple vit dans une terreur permanente à se demander comment ça se fait que le peuple congolais, qui était un peuple dynamique, soit tombé dans une léthargie. C'est parce qu'il y a un terrorisme qui est permanent, si bien que les gens sont neutralisés, ils ont peur pour eux, ne sachant plus à quoi s'en tenir. Le Congolais Alors, devient... pardon, évidemment, Monsieur Benoît Youlou, vous avez évoqué quelque chose de très important tout à l'heure. Vous avez dit qu'ils ont créé ou qu'ils créent du terrorisme à l'État, ils créent la peur, et parce que cela leur permet évidemment de gouverner en toute opacité, bien entendu. Et vous avez même évoqué le nom d'Idéver Moigny, dont la vidéo, non, j'allais dire, l'audio circule encore sur la toile. Et je ne sais pas si Jean-Paul Ebenga a eu l'occasion de tomber sur cet audio. Et évidemment, Idever Moigny dit un peu plus loin qu'ils ont encore les armes. Ils ont même des hommes, puisqu'il parle des forces en attente, dormantes. Et il prévient d'ailleurs que si on y prend garde, il va arriver des choses, mais vraiment dramatiques au Congo. Et d'ailleurs, lui, pour s'en prévenir, il dit même qu'il veut aller s'installer aux États-Unis parce qu'il ne veut pas vivre ce qui va arriver. Alors, c'est un peu des aveux, parce qu'il a même dit qu'ils ont créé l'instabilité, c'est-à-dire l'insécurité, pendant l'époque Lissouba, question de faire de sorte que les Congolais puissent penser à Sassou Nguesso, pour dire, ben évidemment, donc mieux vaut Sassou Nguesso parce qu'avec lui, il y a, voilà, entre guillemets, la paix. Donc, ils ont créé ce désordre, et d'ailleurs, Benoît l'a rappelé tout à l'heure, mais cette sortie d'Idéver Moigny, comment comprendre ça, selon vous, Jean-Paul et Benga? Est-ce qu'ils sont en train d'annoncer encore des événements tragiques? Parce que là, on va déjà vers 2026. Et tout le monde parle maintenant de 2026. Est-ce que c'est pour nous annoncer encore des événements tragiques qu'ils préparent? Monsieur Christian Perrin, cela ne va pas nous étonner. Mon frère Benoît venait de relever que c'est leur modus operandi. Ce sont des gens qui ont toujours fonctionné dans la violence, dans la brutalité. Mais les Congolais ne subissent pas seulement la violence et la brutalité. Il y a encore l'incompétence dans la gestion du pays, qui est un autre aspect dont les Congolais souffrent, puisqu'il n'y a aucune lueur qui montre qu'il y aura des lendemains meilleurs sur le plan social, sur le plan économique. Alors, nous parlons de ce député, Idever Moigny. Là, on voit bien que, comment décrire cela? C'est comme si ceux qui dirigent le pays ne savent même plus où mettre la tête. Parce que Idever Moigny, ce qu'il nous a montré, c'est un débat entre ceux qui sont en train de diriger le pays. Il y en a qui prennent conscience avec beaucoup de retard, comme lui, l'individu Idever Moigny, qui a montré comment est-ce qu'ils ont géré le pays, comment est-ce qu'ils ont créé la terreur sous Lissouba, mais il s'enorgueillit même, puisqu'il a dit même, face au général Mokoko, qui, citoyen étant en train de battre une campagne présidentielle, il a été intimidé parce que, bon, voilà, il y a un groupe de gens comme ça qui se sont retrouvés dans l'hôtel où se trouve
où se trouvait le général Jean-Marie Michel Mokoko en Kayi, et des civils qui arrivent, armés et autres, qui occupent aussi cet hôtel. Vous voyez, il montre même qu'il y a eu des prises de position ou de prises de parole politiques menaçantes contre l'individu ou le citoyen, le général Mokoko. C'est ce qui a fait que le général puisse s'empresser à se présenter devant les autorités judiciaires du Congo. Vous voyez, donc, c'est un système macabre, brutal. Et actuellement, ils sont en train de trembler parce qu'ils ne savent plus comment seront les lendemains. Ça bouillonne dans leur milieu. Et c'est bien malheureux qu'un soi-disant député dise « Moi, je peux fuir mon pays et me retrouver ailleurs, je vous laisse dans des problèmes, dans la merde. » On arrive à ce qu'on appelle un non-État. L'État n'existe plus. L'État congolais n'existe plus. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fourni le maximum de ce dont ils étaient capables, mais ils ne peuvent plus aller plus loin. Et donc, les Congolais sont obligés de se réveiller et de se dire « Non, nous ne pouvons plus être gérés par des incompétents, il nous faut une autre équipe. » Et nous ne sommes pas là en train d'indexer, nous sommes en train de plaider pour la paix dans notre pays, la vraie paix des cœurs. Nous voulons que les Congolais se retrouvent, se parlent et gèrent leur pays pour des lendemains meilleurs. Nous ne sommes pas là à nous cacher derrière un individu, quel qu'il soit. Le général Mokoko, si on est derrière lui, on est derrière sa vision. Et c'est ce que les Africains de l'Afrique de l'Ouest ont compris. Quand ils demandent leur liberté, quand ils demandent de se libérer de la domination coloniale ou de quelque forme que ce soit, ils ne le disent pas au nom d'un individu qui est devenu président, le président Goïta et autres. Non, ce sont eux qui ont pris conscience de s'élever. Alors qu'au niveau du Congo-Brazzaville, on vous dit le vieux est encore là, le vieux, il faut se référer. C'est comme si on est à la recherche d'un homme fort dans un pays, alors qu'on n'en a plus besoin. Les Africains ont pris conscience. Sur cet aspect tout de même important où il dit qu'il veut se rendre aux États-Unis pour échapper évidemment à ce qui est en train d'arriver, et on peut comprendre de quoi parle-t-il. Mais quelque part, le même dit qu'il est un ancien Cobra, qu'il a tué les ninjas, et nous savons ce que veut dire le terme ninja. Donc, tous ceux qui étaient ou qui sont de la partie, comme on dit, qui vivent dans le pôle, étaient considérés comme des ninjas. C'est quand même des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qu'il avoue au public, et il pense qu'il peut aller s'exiler aux États-Unis. Effectivement, Monsieur Christian Perrin, je vous ai dit qu'on est dans un non-État. Quand vous voyez un député de la République avoir un tel raisonnement, ce qui montre ses limites dans la façon de penser. Après avoir commis des actes aussi ignobles dans notre pays, est-ce qu'en se retrouvant à l'étranger, il croit qu'il ne peut pas avoir des mandats d'arrêt internationaux, le rappelant un peu à l'ordre? Mais il croit s'enfuir de cette façon. C'est là où je ne tiens pas ses propos comme si j'étais un autre membre du gouvernement qui lui faisait remarquer qu'il ne faut pas qu'il se comporte de cette façon, il ne faut pas qu'il s'enfuit parce que je sais que tout ce qui se passe, les propos qu'il venait de tenir là, c'est la guerre des logiques, la guerre des écuries au sein de ceux qui nous dirigent actuellement. Il y a des écuries qui se disent voilà la posture à adopter, voilà l'orientation à prendre, et ils sont dans une forme de guéguerre comme ça. Et là, c'est l'expression que M. Moigny vient nous montrer que bon, ben voilà, mes frères qui avons dirigé ensemble le Congo, si ça va mal, moi je vais me retrouver aux États-Unis. Jean-Paul Evenga, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, dès lors qu'un député, évidemment, ils appellent sa majorité présidentielle, en fait, du régime totalitaire de Brazzaville, Idever Moani dit qu'il veut aller s'installer aux États-Unis parce que l'insécurité est actuellement généralisée au Congo. On ne sait plus, et personne n'est épargné, en fait, de ces conséquences.
C'est un indice alarmant, très alarmant, quand les députés le disent. Après, on se poserait la question de savoir, mais puisqu'ils ont constaté que l'insécurité est généralisée, que font-ils concrètement? Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué ces civils armés qui sont allés voir, qui sont allés déranger le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et d'ailleurs, dans cet audio, Idever Moigny parle d'un certain 4 avril 2016 où les blindés sont sortis, eux aussi ils étaient là, debout, ben voilà, ils ont vu qui était qui. Celui qui parle est un civil, il n'est pas un militaire, ni un policier. Je retiens la date du 4 avril 2016 simplement parce que nous savons que 2 mois après, le général Jean-Marie Michel Mokoko sera arrêté sous prétexte de détention illégale d'armes de guerre et des munitions. Et voilà, il aurait intenté, comme qui dirait, la sûreté de l'État congolais, alors qu'ici, 2 mois avant, on constate bien, et c'est Idever Moigny lui-même qui le dit. Et non seulement qu'il dit ça, mais il avoue également qu'ils ont encore des armes, et je l'ai dit tout à l'heure, ils ont des hommes, ils ont des forces dormantes en attente. C'est un civil qui le dit, même s'il est député. Alors, ici, on relance donc le débat sur l'arrestation de Jean-Marie Michel Mokoko pour comprendre concrètement que s'est-il passé finalement ce jour-là, pourquoi on est allé arrêter Mokoko, qui en réalité, lorsqu'on regarde bien, puisque c'est les mêmes armes qu'on a retrouvées au procès d'André Okombi-Salissa, c'est les mêmes armes qu'on a retrouvées avec d'autres, c'est comme si on partait les déposer pour incriminer quelqu'un, ainsi de suite. Et donc, moi, ma question, c'est de comprendre un peu que dans un même pays, dans ce même pays où les civils, soient-ils députés, disent qu'ils ont des armes ouvertement, et ça passe sur les réseaux sociaux, ils peuvent circuler tranquillement. Et celui qui voilà, apporte des idées pour changer le pays, ben, on peut mettre la main sur lui pour l'incriminer de tout. Le monsieur a même fait un aveu en disant qu'il y a des armes qui continuent de circuler. Et ils ne sont nullement inquiétés. Et le général, pour faire un parallélisme avec le procès du général Jean-Marie Michel Mokoko, lui, en tant qu'officier qui détenait des armes récemment répertoriées dans les journaux de la comptabilité matérielle de l'armée, on ne lui reconnaît pas ce fait-là. Et on l'arrête. Alors qu'un civil qui vient, qui brandit ces mêmes propos en disant il faut craindre que la situation devienne plus dramatique demain parce que des armes continuent à circuler. Et ce monsieur continue à circuler librement au pays sans nullement être inquiété, ce qui suppose qu'il est protégé par le système. C'est une façon tout simplement... Oui, mais naturellement, parce que finalement, ce n'est pas sa première sortie, on l'a déjà vu aussi sortir comme ça, avec ces hommes, en fait, en civil, en train de menacer. Alors, mais en dehors des armes dont on parle aujourd'hui, parce que tout à l'heure, on va s'intéresser, on va mettre un accent sur, bien entendu, l'arrestation ou la détention du général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, en dehors des armes, parce que nous allons parler de l'atteinte à la sûreté de l'État. Il y a également des révélations, et ça aussi, ça a circulé, ça continue à circuler jusqu'aujourd'hui, c'est un peu l'attribution des passeports congolais aux étrangers, aux filles étrangères de Kin par le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphira Mboulou, qui, pour une partie de plaisir, délivre les passeports congolais aux étrangers. Et il y a un autre cas qu'on a fait circuler, nous avons vérifié, et c'est juste, c'est un jeune Malien qui s'est fait attribuer un passeport congolais parce qu'il se rendait aux États-Unis. Ces cas sont nombreux et il nous a été rapporté, d'ailleurs, sur place, qu'il y a beaucoup des Rwandais qui disposent des passeports congolais et qui demandent l'asile au nom de ces passeports, donc considérés comme des Congolais. Est-ce que ce n'est pas là non plus l'atteinte à la sûreté de l'État? N'est-ce pas que le pays est mis en danger? Mon interprétation est que l'État n'existe plus. L'État n'existe plus et ceux qui ont les commandes de l'État, les autorités politiques actuelles, ben, ils sont dans un débat de fuite en avant. Mais ils sont dans une fuite en avant parce qu'ils ont déjà déployé toutes leurs compétences et ils ne peuvent pas faire plus que ça. Demain, ces Rwandais reviendront au Congo
avec ce circuit en disant non, on était aux États-Unis, exilés, nous sommes des Congolais, ils vont rentrer au Congo et nous savons ce qui est en train de se passer actuellement avec le Congo et le Rwanda. Aussi simple que ça, je relève que c'est vraiment gravissime. Et ce qu'il faut demander aux Congolais, c'est d'arrêter l'exercice de la gestion du pays par ceux qui sont là aux commandes. On ne peut pas passer par d'autres moyens. Il n'y a que ce que le général Mokoko avait peut-être demandé depuis en son temps, l'insurrection du peuple congolais contre un système oppressif. C'est la seule solution qu'il faut proposer aux Congolais. Tout ce qui se passe est dans la démesure au niveau social, au niveau économique, par des détournements des deniers publics, au niveau social, par tout ce que nous sommes en train de constater comme insécurité, au niveau politique, où on n'a même plus de boussole, on ne sait plus exactement quelle est l'orientation diplomatique dominante au niveau de notre pays. Il n'y a plus rien, l'incompétence a atteint le paroxysme. Ceux qui sont là n'ont plus le droit de gérer le pays. C'est aussi simple que ça. Voilà, ceux qui sont là n'ont plus le droit de gérer le pays parce qu'ils ont trahi. Alors, il faut parler que... Alors, ça, il faut le dire, c'est quand même une forfaiture. C'est une haute trahison si on interprète, bien entendu, la constitution actuelle du Congo-Brazzaville, celle du 6 novembre 2015. Alors, Benoît Youlou, haute trahison, parce que donner des passeports congolais aux étrangers. Et puis, dans le même temps, on peut arrêter des petits jeunes, des frétins, des mineurs qui ont descendu le drapeau congolais pour remplacer le leur. Et ces jeunes ont dit, après l'armée, c'est eux. Est-ce qu'on est déjà là dans une révolution que se passe-t-il concrètement, enfin? Une révolution latente, ça ne m'étonnerait pas. Mais il y a, vous avez soulevé là deux aspects de problème. Il y a le problème de la haute trahison qui consiste à donner des passeports aux Rwandais qui sont susceptibles. Des Hauts-Quinois, des filles quinoises aussi. Et ces Rwandais, sachant la situation à l'est du Congo, Congo démocratique, il est à craindre que ceux qui ont les passeports congolais aillent créer des troubles à Kinshasa et que ça se retourne contre nous. Vous voyez un peu dans quelle situation on est en train de mettre le Congo. Donc, une instabilité précaire. Bientôt, ça ne m'étonnerait pas qu'aujourd'hui, Kinshasa décide, enfin, les autorités de Kinshasa décident de faire une descente au Congo-Brazzaville. Parce qu'il y aurait une frappe préventive, comme on dit. Parce qu'il y aurait une poche de résistance, étant donné que ces jeunes qui détiennent le passeport congolais peuvent se prévaloir de ce droit-là en disant nous sommes congolais. Mais s'ils sont interceptés au Congo-Kinshasa, ça va poser problème au Congo. Ça, c'est une parenthèse. Deuxième aspect, celui de la jeunesse congolaise qui entend de descendre le drapeau congolais pour hisser un autre drapeau. Est-ce parce qu'ils ont compris, est-ce que parce que ces jeunes, finalement, ont compris que ben, voilà, le régime qui est là a failli, totalement failli, ben, voilà, on ne peut plus compter sur eux, qu'il faut, voilà. Mais justement, comme l'a souligné mon frère Jean-Paul Ebenga, nous sommes dans une situation de non-État. Dans un État de non-droit, nous sommes dans une situation d'anarchie. Quand on descend un symbole de la République pour hisser autre chose, mais c'est grave, c'est une situation grave. Mais d'autre part, c'est peut-être parce qu'au niveau de cette jeunesse, faudrait-il se demander s'ils ne sont pas devant une situation de ras-le-bol, qu'ils en ont marre, et pour défier peut-être qu'ils sont victimes d'un système aussi, c'est ça le problème. Bon, il y a deux aspects. Soit ils sont victimes d'un système, d'ailleurs c'est ce qui se passe pour la jeunesse congolaise dans son entièreté, d'une part, mais d'autre part, il faut aussi craindre que ce soit une manipulation de ce système. Tout est à prendre avec des pincettes. On se demande lesquels sont derrière cette jeunesse-là. Parce qu'au Congo, on ne peut pas se lever du jour au lendemain, aller défier ce système sans être inquiété. Hein. Descendre le symbole de la République, mais c'est grave. C'est vraiment grave, Benoît Youlou, évidemment. Comportement de l'actuel ministre
de l'intérieur du Congo, Raymond Zéphir Mboulou, je rappelle, Des qui livres de attribue des passeport. passeports congolais aux étrangers. Et ben voilà, contre une partie de plaisir, ce n'est pas moi qui le dis, les éléments existent pour le démontrer. On revient sur le général Jean-Marie Michel Mokoko qui est détenu en prison arbitrairement, il faut le dire, c'est un prisonnier politique. Cela avait été rappelé par le groupe de travail à des experts de l'ONU. Quelle analyse vous inspire la situation de Jean-Marie Michel Mokoko, 8 ans déjà passés en prison, et la France est là, ne dit rien. Si je peux me permettre de prendre Benoît Youlou, si on peut oui, commencer par Benoît Youlou, oui. oui, si je peux me permettre. Merci de m'avoir accordé la parole une fois de plus. Mais vous savez, cette situation est une situation ambiguë. Ambiguë pourquoi? Il y a eu la résolution, enfin l'avis des Nations Unies qui demandait à ce qu'on libère le général Jean-Marie Michel Mokoko immédiatement, suivi d'une réparation matérielle suite au préjudice subi. Ça n'a jamais été suivi des faits. Et d'autre part, il y a le président, enfin le ministre des Affaires étrangères d'antan qui demandait que le président de la République fasse un geste fort, hein, et qu'il allait en référer même au président de la République française pour que cet état de fait trouve une solution. Ça n'a jamais été suivi de fait. Mais d'autre part, nous voyons la France qui intervient pour la situation au Cameroun, et cette situation a trouvé une solution favorable à l'endroit de cet opposant qui a été libéré. Nous savons que la France, compte tenu des relations bilatérales que nous entretenons, a toujours eu un droit de regard sur la politique africaine, en particulier sur le précaré, c'est-à-dire les pays francophones, ceux de l'Afrique centrale en particulier. Si la France a réussi à intervenir pour faire libérer cet opposant, c'est que la France est capable d'intervenir pour libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko. Pourquoi je le dis? Parce que la France est toujours impliquée dans les situations des affaires intérieures du Congo. C'est un élément important. Vous avez rappelé que la France est toujours impliquée dans les affaires intérieures du Congo, parce que généralement, on nous retorque que non, ce sont les affaires intérieures du Congo, la France ne se gère plus. Non, mais nous savons que les 22 et 23 mai 2016, la France a envoyé son représentant chez M. Mokoko pour lui dire de capituler s'il voulait être libre. J'ai l'impression que l'arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko s'est fait avec la complicité tacite de l'Élysée. Mais bien sûr, bien sûr. Justement, c'est cet état de fait que je voulais souligner tout à l'heure. Je vous en prie, allez-y donc. Le général Mokoko, un ambassadeur a été dépêché auprès du général Mokoko pour qu'il fasse un aveu, pour qu'il capitule, pour dire que le général Denis Sassou Nguesso avait gagné et que pour obtenir sa libération, il aurait fallu qu'il change d'idée, qu'il trahisse sa position. Ce que le général Jean-Marie Michel Mokoko n'a pas voulu. Voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, le général Jean-Marie Michel Mokoko est en prison. Parce que ce jour-là, suite à la rencontre de l'ambassadeur, s'il avait dit oui, eh bien, le général Jean-Marie Michel Mokoko serait certainement dehors, serait libéré. Vous voyez? Donc la France est largement compromise dans cette situation. Mais nous savons quelle est la position du général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est en cela que je dis le général est un homme digne, le général est celui qu'il faut pour le pays, parce que c'est avant tout un patriote, il défend les intérêts, et puis il ne pouvait pas trahir sa position, sachant qu'il avait remporté les élections. Il ne pouvait pas se dédier face à sa victoire, ce serait même se faire harakiri. Et au péril de sa vie, il a accepté de porter ce lourd fardeau. Le voilà aujourd'hui. Non seulement pour le système, il a commis un crime de lèse-majesté en voulant se lever contre ce système, contre l'homme, le général Denis Sassou Nguesso. Eh bien, aujourd'hui, le général Jean-Marie Michel Mokoko croupit en prison. Jean-Paul Ebenga, dans le même temps, Paris peut s'indigner de la mort d'un opposant russe. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Macron a élevé le ton contre la Russie sur la mort, le décès, bien entendu, de l'opposant russe Alexei Navalny. Est-ce que, c'est ma question, Macron attend-il également le décès du général Jean-Marie Michel Mokoko en prison pour qu'il finalement s'intéresse
à la situation de Mokoko? Est-ce que c'était nécessaire et utile que le général Jean-Marie Michel Mokoko reconnaisse la victoire de M. Sassou? Est-ce que c'était nécessaire? Mais voilà qu'il n'a pas reconnu. Il n'a pas jugé de l'opportunité à reconnaître. Les choses sont là, les résultats sont là, proclamés par un gouvernement. Ben, ce gouvernement croit avoir gagné, il a gagné, et là, il s'est mis en train de gérer le pays, et nous constatons les méfaits actuellement, difficilement acceptables. Vous voyez? Donc, ce n'est pas que le général Mokoko a refusé. Il n'a pas refusé, mais il n'a pas trouvé utile de dire il faut que je réponde ou que j'accepte. Il ne voulait pas trahir les Congolais alors. C'était pour ne pas trahir les Congolais. Mais il ne va pas trahir les Congolais. Il ne va pas se dédier. Il a remporté la victoire. Ce n'est pas nécessaire. Vous voyez? Alors, la position de la France. La France, qu'on le veuille ou non, notre système économique, politique est très lié, et ça sont les faits de l'histoire. Nous sommes très liés à la France, et les faits sont là pour le montrer. Alors, la France peut prendre position, et c'est ce qui est critiqué actuellement par la jeune génération africaine. Les jeunes Africains sont vent debout parce qu'ils recusent les prises de position de la France. Le deux poids, deux mesures qu'on est en train de constater dans la politique française. Et nous qui sommes ici en France, nous le constatons aussi puisqu'il y a un grand débat au niveau des autorités politiques françaises. On a eu un rapport présenté par 2 députés de l'Assemblée nationale française qui montre bien les incohérences de la politique africaine de ce pays. Le deux poids, deux mesures, l'attitude un peu il y a un courant assez fort, un courant politique français qui est en train de revoir tout cela. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a actuellement la présence de M. Jean-Marie Bockel en Côte d'Ivoire. La France est en train de revoir les relations militaires, le positionnement militaire de la France à travers l'Afrique. Le positionnement militaire aux côtés des institutions militaires des pays d'Afrique, notamment même un pays comme le Congo. Est-ce que la France va continuer toujours à avoir cette posture-là floue, ambiguë, qui est en train de faire même que les Congolais rejettent carrément la France ou rejettent totalement la politique française? Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest pourra arriver aussi facilement en Afrique centrale. Donc, les Français doivent savoir comment se comporter, comment essayer de regarder de fond en comble la politique qu'ils ont développée dans ces pays qui ont constitué leurs anciennes colonies. Et nous savons bien qu'au niveau du Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville a été le premier pays à opter pour la gestion communiste en Afrique. Le Congo-Brazzaville a été le premier pays en 1964 à voter pour la Chine, à avoir des accords avec la Russie. Et ces accords sont encore d'actualité. Donc la France, elle doit savoir se tenir parce que le vent qui est en train de souffler à travers ce continent pourra emporter tous ceux qui entretiennent des relations bilatérales ou même multinationales avec le Congo, risqueront d'être des perdants parce que les Congolais ne vont pas se retrouver dans une zone de turbulence telle que nous sommes en train de connaître actuellement, avec des accords avec le Rwanda, qui a une position politico-militaire très ambiguë, que le Rwanda applique à nos confrères de la RDC. La RDC et le Congo-Brazzaville, ce sont des pays qui ont des échanges très, très profonds. Vous l'avez dit tout à l'heure, les Congolais ont les yeux rivés aussi vers la France. Après, on nous dira oui, mais pourquoi vous voulez que ce soit la France qui puisse intervenir? Non, on ne va pas se voiler quand même le visage. Nous savons les relations qui lient la France au Congo-Brazzaville, et les Congolais savent que c'est la France qui a ramené le despote Denis Sassou Nguesso dans ses valises par un coup d'État militaire. On a vu des Français en armes en train de combattre sur le sol du Congo pour ramener Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et d'ailleurs,
Jacques Chirac lui-même s'en est vanté. Il était en visite en Angola, il a reconnu cela, et donc demain les Congolais risqueront de demander les comptes à la France, je le dis, en fonction de tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique, que les gens ne croient pas que les Congolais sont des trouillards, comme je l'entends. Non, le moment viendra probablement qu'ils vont hausser le temps, et avant que cela n'arrive, la France devrait prendre ses responsabilités. Alors, ma dernière question, et c'est par là que nous allons terminer, c'est est-ce que vous envisagez finalement entreprendre d'autres procédures, d'autres mécanismes, bien sûr, toujours dans le cadre, par exemple, de la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko. Je pense, par exemple, à un recours au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, par exemple. Vous savez, toutes les procédures qui consistent à libérer le général Jean-Marie Michel Moukoko seront entreprises. On ne baissera jamais la garde. Cet homme a été porté par le peuple et nous n'allons pas trahir ses convictions, nous le porterons et donc nous ferons tout pour que toutes les démarches que nous entreprenons puissent aboutir. Il n'y a pas lieu de désespérer. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais en tout cas, nous agirons. Voilà ce que je pense. Et les démarches ont déjà bien commencé, pour ne pas dire bien avancé, en tout cas. Soyez-en rassurés. Merci Benoît Youlou. Jean-Paul Ebenga. Oui, comme l'a relevé mon frère Benoît, nous sommes en train d'agir. Et le moment venu, nous serons dans l'action. Vous voyez bien la différence entre le verbe agir et le mot action. Nous sommes en train d'agir, c'est que nous sommes en train de tout entreprendre et cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que le général Mokoko a été autoritaire de Brazzaville, nous sommes en train de tout exploiter pour que, sur le plan judiciaire, on arrive à libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer, par exemple, ou de demander une audience à l'Élysée pour essayer d'évoquer ces questions-là? Vous êtes quand même un mouvement structuré. On est un mouvement structuré et un mouvement qui est en train d'agir. Mais là, vous avez posé une question précise. Est-ce que vous avez déjà rencontré les autorités françaises? Mais comme nous sommes en train d'agir, nous les avons peut-être déjà rencontrés depuis très longtemps, entre-temps, peut-être maintenant, peut-être que nous aurons encore d'autres rendez-vous. Ça, c'est sûr et certain. Et au niveau international aussi, nous sommes en train d'entreprendre toutes les démarches en tant que mouvement politique, ça c'est une vérité, et les autorités congolaises le savent aussi, mais c'est une évidence. C'est pas de la bravade, c'est pas qu'on est en train de braver le pouvoir de Brazzaville, non, c'est une réaction tout à fait normale d'un mouvement politique qui se retrouve avec son leader incarcéré et qui trouve que cette incarcération est inutile et met en danger même la cohérence de la cohésion des Congolais. Et comme nous voulons que le pays soit géré dans la paix, c'est pas seulement du général Mokoko dont nous parlons, même de Komi Salissa, des autres prisonniers que nous savons tous qui sont des prisonniers politiques. Et ça ne fait pas l'ombre d'un doute au niveau des Congolais. Nous venons de relever qu'il y a eu des autorités françaises qui ont intervenu quant à l'incarcération du général Jean-Marie Michel Mokoko. Si ces autorités politiques françaises avaient intervenu, c'est parce qu'il y avait une dimension politique. Vous n'avez pas, un ambassadeur ne va pas se lever pour s'ingérer d'une affaire d'un larcin ou quoi dans un pays autre. C'est qu'il y a déjà une dimension politique. Et ça, nous tous, nous le savons. Les autorités politiques le savent. Les autorités politiques du Congo le savent. Les autorités politiques du Congo prêchent la paix au Congo. Nous tous, nous voulons de la paix. Et même là, si nous disons qu'au niveau de ceux qui nous dirigent, le député Moigny l'a dit. Il a dit, pour qu'on investisse au Congo, il faut qu'il y ait la paix. S'il y a la terreur et autres, aucun investisseur ne viendra. Mais justement, nous sommes dans cette logique depuis très longtemps. Peut-être parce que la situation actuelle du Congo, bien sûr, la terreur maintenue par le régime Denis Sassou Nguesso profite aussi à certaines multinationales. On ne va pas les citer ici, mais suivez mon regard.
mais parce que ces multinationales ne trouvent leur compte que dans cette instabilité, Dans cet en train de environnement. piller toutes les ressources économiques du Congo-Brazzaville, évidemment. Dans le cas, par exemple, des prisonniers politiques, nous avons cité en l'occurrence le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okombi-Salissa qui ont été emprisonnés sans tenir compte, bien entendu, de leur humilité parlementaire. Et de part et d'autre, il y a d'autres jeunes, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de jeunes Congolais qui sont encore en prison depuis pratiquement 8 ans, et dont on ne parle pas assez, et d'autres sont morts sous le silence j'allais dire, du Parlement congolais, sous le silence de la justice congolaise, et on va jeter souvent leur corps quelque part, et nous reviendrons sur ce cas d'ici là, dès que nous allons rassembler tous les éléments que nous avons commencé d'ailleurs à collecter. En tout cas, merci Jean-Paul Ebenga, merci Benoît Youlou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes tous deux membres du mouvement pour agir. Jean-Paul Ebenga, c'est bien entendu le délégué général du mouvement pour agir. Et nous avons eu aussi Benoît Youlou, qui est contrôleur aux finances. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance et merci de votre fidélité, mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cette interview pour nous permettre de couvrir une plus large audience. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission, cela nous fera plaisir. On se dit au revoir et à très bientôt, mais surtout, portez-vous très bien. Merci.